Donc, merci à tous d'être là. Et je vous présente Pierre-Olivier Dolino, qui est le délégué général de l'Entraide protestante et qui va animer cette table ronde. Et donc, je suis Christelle Amig, je suis la directrice de l'Entraide protestante à Toulouse. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps et cette réflexion que l'on vous propose de partager autour de cette question du logement et mais plus largement de la question d'habiter. Effectivement, souvent le logement est présenté comme un préalable technique, un toit, des murs, une clé. Mais pour celles et ceux qui y vivent, il y a bien plus que cela, évidemment. Sans logement, vous le savez, il est difficile d'exister administrativement, socialement, psychologiquement. Et pourtant, avoir un logement, ça ne garantit pas toujours d'avoir des liens, ni le vivre ensemble. Alors la question qui nous réunit ce soir, elle est simple en apparence, mais profondément à la fois, comme on le verra, politique, humaine et spirituelle. Le logement, facteur nécessaire d'insertion sociale, doit-il aussi être facilitateur du lien, du vivre ensemble et de l'entraide ? Alors pour répondre à cette question, nous avons choisi de croiser les regards, de croiser différents regards, sous forme, je présentais ça aux intervenants, du sablier. On va partir du plutôt général sur une introduction d'anthropologie, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet avec la dimension du logement social vu par le bailleur, puis après de l'accompagnement, d'abord psychologique, puis ensuite l'accompagnement social, avant de réouvrir le sujet avec l'approche théologique et spirituelle. On va d'abord entendre chacun de nos intervenants apporter la contribution qu'ils ont prévu d'apporter au débat ce soir. Et puis après, nous aurons un temps d'échange avec vous et entre évidemment chacun des intervenants. On va commencer avec vous, Noël Jouenne. Vous êtes anthropologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous travaillez sur les usages de l'espace et sur la manière dont notre société conçoit l'habitat. Vous avez accepté de partager avec nous ce soir vos réflexions sur un glissement qui interroge. Le logement, dites-vous, est passé d'un besoin vital et social à une marchandise, et cela a des conséquences pour les publics les plus précaires. Alors voilà, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment ce glissement s'est-il effectué et avec quelles conséquences ? Bon, bonjour. Bonjour, voilà. Merci de cette invitation déjà. J'ai souhaité participer à ces 60 ans, cette grande fête de l'entraide protestante, parce que j'estime que le service public en fait doit quelque part redonner au public des éléments de ce que d'habitude je fais devant des étudiants. Donc là j'ai un public un peu plus âgé. Voilà. Et donc expérimenté. Donc alors je suis un peu mal à l'aise vis-à-vis de vous parce que on se connaît pas et du coup j'étais parti avec plein d'idées en fait, mais alors ça durait plutôt 2 heures et puis je me suis dit bon 10 minutes ça va être difficile. Alors je vais partir sur une dimension anthropologique en fait, l'homme quels que soient les endroits où il va vivre sur la planète a besoin d'un abri. A besoin d'une maison, on va dire, une maison, un habitat, et a besoin d'habiter. Mais ça, on voit ça chez les humains, on voit ça chez les plantes, on voit ça chez les animaux. En fait, tout ce qui vit sur Terre a besoin d'un lieu pour, dans les fonctions, se reposer. Et ça fonctionne pour la plupart des espèces végétales, animales, même si elles sont maltraitées. Les espèces végétales sont aussi maltraitées. Mais pour les humains, ça a fonctionné longtemps comme ça,
où, grosso modo, on a besoin d'un logement, ben on le fait, et puis on demande, jusque dans les années 50, dans le monde rural, et ben on s'entraidait pour construire sa maison, pour construire le toit, etc. Donc ça, je dirais, c'est un phénomène, c'est pas forcément qu'un trait de l'humanité, mais chez les humains, ça fonctionne comme ça. Et puis, à un moment donné, ça c'est le constat en fait. On ouvre la radio, on nous dit bon, on n'a pas suffisamment de logements sociaux. Bon, c'est un constat. On n'en construit pas assez. Alors peut-être qu'on n'en construit pas assez. Il y a une population qui vient aussi, où il y a des besoins nouveaux par rapport à peut-être un phénomène d'appauvrissement de la population. Et puis du coup, il n'y a pas d'adéquation en fait entre le nombre de logements et puis les gens. Il y a des gens à la rue. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les sans domicile fixe, donc ça remonte maintenant aux années 90. Le phénomène est toujours là, quoi. Alors, je pensais, en faisant une thèse, arriver à mettre une pierre quelque part et à résoudre quelque chose. Bon, finalement, le constat est toujours là. Donc, je me dis, c'est quand même assez compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un bien d'usage, c'est-à-dire que le logement, ça devrait être pour tout le monde. Hein. Il y a des sociétés qui ont automatiquement logent les habitants. Bon, on parle de la tribu, quelles que soient les contrées d'ailleurs, même chez les Samites, les igloos l'hiver, etc. Bon, il y a toujours moyen de faire son habitat. Et puis nous, dans nos sociétés modernes, postmodernes, il y a un moment donné où, c'est lié à la propriété foncière aussi, mais on a tiré profit ou tiré bénéfice en fait de la possibilité de louer quelque chose pour que des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ou d'avoir puissent vivre. Alors ça, c'est une question assez complexe, mais qui renvoie à la fois à la dimension fondamentale de l'être humain a besoin de toute façon de dormir quelque part ou de vivre quelque part, de fonder un foyer, hein, aussi là, c'est au sens du foyer. Et puis, quand on passe d'un bien d'usage à un bien marchand, on introduit en fait une sorte d'effet pervers, c'est-à-dire que là, on est dans le système de l'offre et de la demande. Donc, il va y avoir des mécanismes peut-être de tension. Ça va permettre aussi de faire monter le prix des loyers. On entre dans un système qui correspond plus du tout aux besoins fondamentaux des êtres humains. Alors ça, c'est un constat qu'on peut faire. Et puis des solutions, on peut en trouver plein en fait, parce que dans les années 50, par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a le phénomène des mouvements Castor, par exemple, qui se met en place, où des ouvriers, alors typiquement sur Toulouse, moi j'ai compté 18 opérations Castor, où vous avez les employés d'Airbus, aujourd'hui de la SNCAS, qui vont ensemble construire une centaine de logements. Et ça, c'est possible à l'époque. Je ne peux peut-être pas entrer trop dans les détails, mais c'est possible à l'époque, c'est moins possible aujourd'hui. Parce qu'il y a des palliatifs à la question du prêt, parce qu'à un moment donné, il faut aussi de l'argent. Donc il y a ces choses-là. Parallèlement au Castor, on a aussi, un peu avant la Seconde Guerre aussi, mais on a les phénomènes de squat, c'est-à-dire des gens qui se réapproprient des biens qui ne sont pas à eux, en disant j'ai besoin de vivre quelque part. Alors ça, c'est le côté un petit peu plus, dans une morale, voilà, c'est plus répréhensif, on va dire, puisque il y a des questions de propriété. Mais ça aussi, c'est une manière différente. Et aujourd'hui, chez des jeunes populations, des plus jeunes populations, on va vers des formes de zones à défendre. Alors là, il y a aussi ça s'accompagne aussi d'une idéologie un peu écologiste ou pour la planète, contre, etc. Où on va avoir des formes de résistance comme ça qui vont, alors de manière à un peu morceler, où on a aussi des gens qui vont aller vivre dans des camions et qui vont rouler, mais pas toujours. Donc il y a tout un tas de phénomènes alternatifs, je dirais, à la situation. Mais pour la plupart des gens, le logement social, en tout cas pour les plus pauvres,
ça va être une possibilité. Alors qui n'est pas toujours possible, justement parce que moi j'étais témoin sur Firminy à côté de Saint-Étienne, dans un grand ensemble où on avait finalement des propriétaires privés qui pouvaient plus facilement louer leurs biens à des personnes qui n'avaient, compte tenu des ressources, pas accès aux logements sociaux. Vous voyez, c'est un peu une forme de paradoxe, mais parfois il faut quand même certains critères pour obtenir un logement social. Donc on a un monde foisonnant avec des solutions. Et effectivement, peut-être que la question de l'entraide, c'est quelque chose qui est au centre de tout ça. Hein. C'est de notion de vivre ensemble ou de qu'est-ce qu'on fait ensemble ou quel est le projet de l'humanité en fait. Parce que alors là, si on ouvre sur une dimension un peu plus grande, c'est vers quoi on veut aller pour que tout le monde puisse avoir un logement. Merci. Peut-être dans les minutes là, qui nous restent, justement, qu'est-ce que vous auriez envie encore d'apporter justement peut-être sur ces alternatives qui se construisent? Et qu'est-ce que ça te dit du coup du rapport au logement? Alors, il y a dans la dimension anthropologique, si on va voir dans les peuples dont Lévi-Strauss disait peuples primitifs, des peuples sans écriture, de comment ces gens-là géraient la tribu, le foyer, la famille, etc., et nos modèles à nous, je pense qu'il y a quand même des choses à retenir hein, de ce que les populations, que ce soit en Australie, en Afrique, en Amazonie, ont pu faire. Aujourd'hui, l'argent, en fait, ça pourrit un peu tout, quoi. Donc, on est devant des choses comme ça. Tant qu'on ne peut pas trouver des solutions, par exemple, la loi Quillot de 48 qui permettait de figer le loyer. Bon, des choses comme ça, et donc il y a des mesures, à la fois des mesures politiques, ça c'est évident, des mesures financières aussi, et peut-être une prise en compte du fait que dans la peut-être une dimension spirituelle, mais dans la vie, c'est pas forcément l'accumulation du maximum de bénéfices ou de profits qui va faire que les gens vont être heureux en fait. Et peut-être qu'il y a des clés comme ça à trouver. Alors c'est à chacun aussi de faire ce chemin. Mais j'ai pas forcément de solution très directe parce que moi je suis pas un programmateur ni bailleur, etc. Donc, mais quand on va voir soit dans l'histoire, soit dans l'histoire de l'anthropologie, on voit que jusqu'à présent, en fait, en gros au 19e, même début 20e siècle, les gens ont trouvé des solutions. Aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des solutions, alors que bon, on va dire qu'on peut trouver de l'argent aussi, quoi. Merci beaucoup d'avoir lancé le débat à travers ces constats partagés et ces éléments d'introduction justement sur les solutions qui ont pu être inventées ou qui s'inventent comme alternative aussi aujourd'hui. Ça va permettre de faire justement la suite justement sur les solutions que l'on recherche, parce que face à ces questions, à ces difficultés introduites notamment par la marchandisation du logement, effectivement, qui est devenu un bien, comment on peut concrètement, quelles sont les institutions, que peuvent apporter concrètement les institutions, notamment les bailleurs et le logement social. Et pour répondre à cette question, nous nous tournons maintenant vers vous, Stéphanie Herrales. Vous êtes directrice générale adjointe de Patrimoine SA Languedocienne et vous dirigez l'Amandier, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui déploie une palette d'activités pour répondre justement à ces enjeux de la pluralité des parcours de vie pour les personnes notamment les plus fragiles. La question que l'on a envie de vous poser, c'est comment ces dispositifs de proximité, des projets résidentiels innovants permettent de répondre à ces enjeux et de faire du logement non seulement un droit, mais aussi un levier concret de solidarité, de vivre ensemble. Alors d'abord, je vais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis très honorée d'intervenir devant cette jeune assemblée. Toujours une question de proportion. De repère. Alors effectivement, mon témoignage, c'est celui du bailleur social. Et il me semble que pour répondre à votre question et introduire mon propos, il serait bon de redéfinir et de revenir sur la conception française du logement social. Alors notre sujet ce soir, c'est
pas de s'émouvoir de la crise immobilière historique à laquelle nous assistons, ni de se demander quels sont les leviers véritablement pour développer l'offre de logement et l'offre de logement social. C'est pas ça le sujet. Néanmoins, moi je voudrais rappeler qu'en 1995, on a institué le logement comme étant un droit constitutionnel. C'est ce qu'on appelle le droit au logement opposable. Donc les demandeurs de logement en France peuvent devenir des justiciables devant l'État lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à un logement. C'est pas tout à fait rien quand même comme droit. Et il me semble que dans les éléments de présentation et de contextualisation de notre sujet, c'est essentiel de le rappeler. De la même manière, ce qui me semble essentiel de rappeler, et c'est pas rien non plus, c'est que nous avons en France, et notamment depuis l'après-guerre, une conception généraliste du logement social, une conception universaliste. Pour illustrer mon propos, je pense que c'est l'occasion de rappeler que 77% de la population française, au regard de ses revenus, ouvre droit au logement social. Alors on pourrait se dire comme ça spontanément que ce 77% pourrait vouloir dire que la population française est pauvre. Alors absolument pas. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la conception universaliste, généraliste du logement social, la France a construit un modèle qui permet de répondre à une majorité de ses concitoyens et que finalement, les 23% qui restent devraient correspondre à la population qui, elle, peut se loger sur le marché privé. Parce que finalement, le logement social a vocation à permettre aux administrés français de se loger dans le service public du logement social à des conditions de loyer qui sont favorables à son pouvoir d'achat et à un vivre confortablement en tant que concitoyen. C'est la théorie. C'est la théorie. La pénurie de logements conduit effectivement à, vous l'avez dit tout à l'heure, critériser les droits d'accès au logement, à poser des règles de priorité et d'urgence pour accéder à un logement, soit un logement d'abord, soit un logement social. Et là, effectivement, on vient de toucher du doigt la limite de notre système. Alors, c'est pas tout à fait notre sujet, mais j'y reviendrai tout à l'heure et j'essaie de boucler notre problématique, puisque notre assemblée ce soir, son sujet, c'est de débattre sur le logement comme vecteur de lien, facilitateur du vivre ensemble. Je pense qu'on n'a pas besoin de se convaincre là de savoir si c'est un vecteur d'insertion sociale. Là-dessus, on est tous d'accord. La question qui nous est posée, c'est comment finalement le logement est un vecteur de solidarité. Alors, le bailleur social que je représente a envie de partager avec vous que, en tant que bailleur institutionnel, nous sommes des promoteurs sociaux qui effectivement rentrons dans une logique marchande de ce logement. On produit du logement dans un contexte de modèle économique qui est extrêmement contraint. Néanmoins, notre job, c'est de répondre à des enjeux de mixité sociale à l'intérieur de nos logements, de manière à répondre au plus grand nombre et à veiller surtout à l'atmosphère résidentielle et à faire en sorte qu'on ne nous fasse pas le procès d'intention de générer des ghettos et des ghettos de pauvres. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de contexte qu'il faut rappeler. Très opérationnellement, très pragmatiquement, je voudrais témoigner de ce que Patrimoine investit au bénéfice de ces atmosphères résidentielles, de cette qualité du vivre ensemble à l'intérieur de ces logements. Et je vais d'abord, de manière très opérationnelle, vous parler de nos organisations de proximité. C'est au travers de la qualité de gestion et de la façon dont le bailleur est au plus près de ses habitants. Et j'insiste sur le terme d'habitants.
Ce ne sont pas des locataires, ce sont des habitants qui occupent des espaces de vie au-delà du logement, auprès desquels, finalement, grâce à cette organisation de proximité, on va pouvoir diagnostiquer des situations de fragilité, des situations qui nécessitent de l'accompagnement, qui nécessitent que le bailleur organise autour un ensemble de services et un ensemble de prestations qui permettent de répondre aux besoins de ses habitants. Au travers de ces diagnostics, qui sont permis par ces organisations de proximité, par le lien extrêmement étroit que le bailleur entretient avec ses habitants, Patrimoine a créé 2 outils dont je souhaite vous parler. Le premier, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger sous la présidence de Daniel Charras, que je salue, qui est avec nous, s'appelle l'Amandier. C'est une association qui porte 3 types d'activités essentielles qui sont à la fois facilitatrices de cette gestion de proximité du bailleur, mais aussi qui sont des outils d'amélioration de ce lien social, de ce vivre ensemble, qui est notre sujet ce soir. La première de ces activités, de ces missions, c'est de venir à la rencontre des habitants par ce qu'on appelle le aller vers, pour mener des actions de médiation entre voisins quand on ne se comprend plus. Je vous disais, ça, c'est quand même un sujet essentiel de la qualité de l'atmosphère résidentielle, c'est comment on est capable d'accompagner le fait de mieux se comprendre, et l'Amandier réalise ces actions de médiation auprès de ces voisinages qui ne se comprennent plus. La deuxième mission de l'Amandier, c'est évidemment l'accompagnement social au travers de nos travailleurs sociaux qui interviennent auprès des ménages en grande difficulté et qui vont solliciter des accompagnements sur la parentalité, sur les addictions, sur des troubles de santé mentale comme le syndrome de Diogène par exemple. Et la troisième mission de l'Amandier, qui est très illustrante de cette question du lien social, c'est ce qu'on appelle un peu, dans notre jargon, l'ingénierie sociale et urbaine. Alors c'est un bien gros mot pour dire qu'on travaille sur des projets de vie résidentielle, des projets d'animation de pieds d'immeubles, qui sous prétexte de ces animations, finalement, nous permettent de créer des moments de convivialité entre habitants. Et ce sont des outils prétextes, cette convivialité, que je préfère 1000 fois au terme de vivre ensemble, pardonnez-moi. On est en Occitanie, nous, on parle de la convivientia. Et le vivre ensemble s'adresse souvent aux publics les plus fragiles. On ne parle pas de vivre ensemble dans le quartier des Chalets ou Côte Pavée, alors que la convivialité, ça s'adresse à tout le monde. Donc ces outils prétextes de convivialité, quand les gens se connaissent, nécessairement, le lien, la solidarité, l'entraide émergent beaucoup plus facilement. Et tout d'un coup, c'est plus le sale gosse du 4e qui est surexcité, c'est le petit Kevin qui demain fête son anniversaire. Voilà. Et l'Amandier, au travers de ces actions, permet cette convivialité, permet cette interconnaissance au sein des résidences qui fait que les gens vivent mieux. Le second outil dont je veux vous parler, qui travaille aussi sur ces questions d'atmosphère résidentielle, de lien, de lutte contre le sentiment d'abandon des habitants, c'est le groupement interquartier de tranquillité et de sûreté. C'est un groupement qui permet par de la présence en horaire décalé, en fin de journée, en début de nuit, d'aller à la rencontre de nos habitants dans une forme de continuum de gestion sur les quartiers les plus compliqués, sur les quartiers qui sont aux prises avec ce qu'il est malheureusement convenu d'appeler désormais le narcotrafic. Et là, on travaille aussi sur le lien, on travaille sur la réassurance, sur la lutte contre ce sentiment d'abandon, mais aussi sur le lien institutionnel. Ça permet, là aussi, de créer de la solidarité et de l'entraide. Un dernier exemple. Un exemple extrêmement emblématique pour nous, ce sont et je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, nos résidences intergénérationnelles. Parmi ces résidences intergénérationnelles qui reposent toutes sur la participation de nos habitants à des projets de vie résidentielle, des projets de vie résidentielle qui s'incarnent dans des salles communes. Il faut un outil
pour que les gens se voient, pour créer du lien et de la convivialité. Et ça, c'est la salle commune. Je voudrais faire référence à une résidence particulièrement exemplaire que nous avons livrée il y a 2 ans maintenant, sur le quartier Guillaumet, qui s'appelle l'Envol, qui est un très bel exemple de résidence inclusive, puisque dans une résidence de près de 80 logements, on va trouver à la fois du logement intergénérationnel, donc du logement familial et du logement à destination des seniors, mais aussi une résidence sociale et une pension de famille. Alors on a monté cette opération en partenariat avec un de vos confrères, je crois qu'on peut le citer, j'ai le droit, c'est Habitat et Humanisme. Et pour le coup, cette résidence nous donne raison sur le fait que quand on travaille à un projet de vie résidentielle avec les habitants, qu'on est capable de définir des règles de vie commune et qu'on a un outil pour le faire. Encore une fois, ce sont ces espaces communs qui mettent en responsabilité les maîtres d'ouvrage que nous sommes et les architectes qui nous accompagnent à la création et la conception de nos résidences. On réussit à produire des choses autour de comment on fait se rencontrer les gens dans la différence et comment ça enrichit une dynamique sociale. Je vais conclure, si vous permettez. Allez. Juste pour vous dire que les illustrations que je partage avec vous, les investissements lourds financièrement, mais qui sont des choix stratégiques pour mon entreprise dans ces outils au bénéfice du lien, au bénéfice de l'atmosphère résidentielle et de la qualité de vie de nos habitants, ce sont aussi des outils pour banaliser la place du logement social, pour faire en sorte que le logement social devienne... en tout cas, viennent lutter contre cette image et ces poncifs qui font que, dans l'esprit collectif, et vous le savez bien, HLM est synonyme de dysfonctionnement. Et tous ces outils, finalement, qui permettent de créer du lien, de créer de l'atmosphère résidentielle, c'est une façon de travailler sur la banalisation du logement social et l'acceptabilité du logement social. Et quand on travaille sur l'acceptabilité du logement social, on fait un petit pas vers une amélioration du volume de développement parce que tout d'un coup, les maires nous font un peu plus confiance et on se dit qu'on a là un levier de production plus importante du logement social au bénéfice du plus grand nombre. Merci beaucoup. Alors c'est pas un mot de conclusion, puisque au contraire, ça permet là encore d'avancer un peu dans notre réflexion, puis on reviendra sur ces éléments. Mais merci d'avoir introduit comment, au-delà du logement, vos organisations, votre institution trouvent des leviers pour justement favoriser, alors on disait la solidarité, alors peut-être au-delà du vivre ensemble, la convivialité. Peut-être qu'on pourrait évidemment ici parler d'entraide, on pourrait même utiliser le mot compagnonnage, voilà, des endroits où on partage le pain, on partage le concret, le vécu. Ce sont des leviers, ces leviers, l'entraide, l'expérimente, elle. On va faire un pas de plus sur, voilà, une fois qu'on est rentré dans le logement, la question c'est comment on peut accompagner les personnes pour justement créer les conditions de ce vivre ensemble, notamment sur cet accompagnement qui prend la globalité de la personne et notamment son aspect psychologique. Et ce sera avec vous, Miarizoa Andrianaramaindason. Je l'ai forcément écorché, désolé. Vous êtes psychologue au sein du dispositif d'hébergement d'urgence d'ARPAD, l'association régionale de prévention et d'aide face aux dépendances et aux exclusions. Vous articulez prévention, soins, hébergement, insertion pour accompagner les personnes à retrouver une liberté de choix et une indépendance de vie dans ces logements. Au sein de ce dispositif, sur la manière dont les personnes sans domicile ou très fragilisées peuvent progressivement habiter un lieu. Avec vous, nous allons nous interroger sur ce qui peut justement signifier, au point de vue psychologique, habiter un logement après des parcours de rue ou d'errance. Merci d'être avec nous.
Alors, je vous remercie pour votre invitation et je suis très ravie de parler de la clinique, en tout cas dans les centres d'hébergement d'urgence, et la clinique que je fais auprès des hébergés et des patients accueillis au centre d'hébergement d'urgence. Peut-être que j'ai un peu réhabilité quand même mon nom. Donc, je suis Miariswa Andiana Armiadasson, je suis psychologue à l'association ARPAD, donc qui a été présentée, l'association régionale de prévention d'aide face aux dépendances et aux exclusions, qui a été créée en 1973. Et sur le diapo là qui est en train de défiler, j'essaie un peu plus pour contextualiser dans quel type de structure je travaille, et comme ça je ne vais pas trop rentrer dans les détails dedans, et aussi un peu des temps thérapeutiques qui sont mis en place pour les femmes isolées, victimes souvent de violences liées au genre, des violences conjugales, qui sont hébergées dans nos centres d'hébergement d'urgence et qui participent aussi à la notion d'habiter. Donc moi je travaille dans le pôle accueil, hébergement et insertion, dans 3 services d'hébergement diffus, en colocation et certains en studio. Nous sommes constitués d'une équipe pluridisciplinaire, donc il y a des éducateurs et ensuite moi en tant que psychologue et une chef de service. On a la majorité des personnes accueillies chez nous sont des hommes isolés, des femmes isolées, des couples et des parents isolés, orientés donc par le SIAO urgence et aussi le SIAO pôle hôtel relatif à la création de places de substitution de nuitées hôtelières. Donc voilà, ça c'est un peu plus le cadre du centre d'hébergement d'urgence. Mais moi donc je vais essayer un peu de répondre à la question comment penser la notion d'habiter à travers l'accueil dans un centre d'hébergement d'urgence et surtout spécifiquement l'accompagnement psychologique. Donc dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé des individus et des populations se définit à l'intersection de 3 grandes dimensions, somatique, psychologique et sociale. Cela implique que la condition physique et la condition sociale influencent la santé mentale, mais aussi que la santé mentale détermine la santé physique et sociale. Comme pour la santé physique, la santé mentale ne se réduit pas à une absence de troubles, mais elle se définit comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, je vais essayer de répondre à ma question de départ à partir en 3 points. Donc, le premier point, c'est d'abord l'accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, et que cet accueil-là, et spécifiquement l'accompagnement psychologique, peut donner la possibilité aux personnes de l'accès aux soins et surtout l'accès, en tout cas pour ma partie, c'est l'accès à la santé mentale. Donc, le parcours de soins s'avère être une problématique pour les usagers. La priorité pour ces derniers se situe pour beaucoup autour d'une mise à l'abri, d'un logement dans lequel pouvoir se poser. En somme, un chez-soi d'abord, avant que ne puisse émerger la question du soin. Le lien est au cœur de nos rencontres et nos accompagnements. Or, face à des personnes qui ne savent pas comment habiter leur intérieur, donc un cadre interne psychique suffisamment solide et leur espace de vie, nous accueillons leur bricolage authentique inscrit dans le moment présent. Aller vers la découverte de soi pour la personne accueillie ouvre la perspective de nouveaux repères, de développer sa propre identité avec ses caractéristiques. Ceci n'est possible que si le professionnel offre un espace d'authenticité et de franchise exempt de toute exigence et de maîtrise et de résultat. Loin de l'intolérance du vide promulguée par la société actuelle de consommation, nous travaillons à partir de notre propre rapport à l'impuissance, à l'insuffisance, qui est en soi déjà thérapeutique. Dans une logique du cas par cas, nous apprenons de la personne elle-même comment lui parler et l'accepter là où elle en est. Il s'agit en effet de laisser ouvert un espace d'invention dans la relation. C'est à partir de cette rencontre que nous pouvons proposer notre expertise et notre accompagnement.
Dans le cadre thérapeutique, nous sommes à l'écoute d'une parole singulière, imprévisible et incalculable dans ses effets. Notre intervention vise à favoriser un espace de subjectivation, de faire advenir de la personne quelque chose qui fasse signe sous forme de plainte, question, demande et symptômes. Donc nous nous mettons à disposition du public. Faire offre de parole, c'est proposer un creux dans lequel la personne peut venir déposer et construire un dire. L'idée est de ne pas proposer uniquement une prise en charge jalonnée d'étapes préconçues où il serait question de vouloir pour l'autre à la place de l'autre. Et donc c'est là que je vais introduire le deuxième point, parce que de cet accueil spécifique, de cette prise en charge pluridisciplinaire dans un centre d'hébergement d'urgence, on pourrait émettre l'hypothèse que on offre un socle, un environnement suffisamment sécurisant et fiable pour les personnes pour que petit à petit, ils puissent accéder à un travail psychothérapeutique et ou pour certaines personnes à l'acceptation d'une prise en charge psychiatrique. Et donc, les personnes accueillies sur nos dispositifs d'hébergement d'urgence arrivent dans les services après avoir vécu à l'hôtel et ou à la rue, engendrant un vécu d'exclusion dans son acceptation la plus large. Avant cela, beaucoup ont fui leur pays et sont passés par une traversée longue et difficile. Elles sont dans un pays dont elles ne comprennent pas toujours la langue et n'ont pas de lien avec des personnes ressources autres que les professionnels qu'elles rencontrent. Les parcours de vie des personnes accueillies relèvent d'une clinique de l'extrême, dans le sens où les traumatismes consécutifs qu'elles ont vécus amènent un effet de sidération psychique. Un événement menaçant la sécurité et la survie d'une personne impacte sa capacité à intégrer son vécu émotionnel. C'est la sidération psychique. Le traumatisme immobilise et désorganise le psychisme. Certaines personnes ayant trouvé des lieux et des personnes ressources, donc c'est un peu l'hypothèse d'un centre d'hébergement d'urgence, d'un lieu d'hébergement d'urgence qui devient lieu ressource, font la demande d'un travail psychothérapeutique sur leur traumatisme. L'environnement étant suffisamment sécure, un travail de réappropriation de l'histoire de vie peut se mettre en place de manière efficiente. Dans la relation thérapeutique, on constate qu'une forte majorité de personnes entament un travail de travail psychothérapie afin d'apaiser leur souffrance. Ceci démontre que les personnes sont désireuses d'aller vers un mieux-être et s'engagent en ce sens. Et donc, pour la dernière partie, c'est vraiment sur ce côté de un environnement suffisamment fiable et sécurisant. On offre, donc les centres d'hébergement d'urgence tentent et essaient d'offrir un environnement suffisamment, un socle, une base suffisamment fiable qui permettent donc aux personnes de pouvoir aussi nommer, penser, questionner la notion d'habiter. Qu'est-ce que c'est la confrontation au réel d'habiter dans un centre d'hébergement d'urgence, souvent en colocation. Il y a quelques personnes qui sont seules, mais la majorité sont en colocation. Donc là, je pars plus de l'expérience de comment j'éprouve les consultations psychothérapeutiques avec ces personnes. Donc, durant les consultations psychologiques, la question de l'hébergement est posée à la psychologue par les patients. Il ne s'agit pas de donner une réponse à une problématique dans le logement, mais plutôt d'amener le patient à élaborer sur les conflits intrapsychiques générés par la confrontation avec le lieu d'habitation. La colocation, un chez-soi partagé avec d'autres personnes, peut générer des mouvements psychiques allant de l'intrusion à la persécution. Partager un lieu de vie vient ramener à questionner ses limites vis-à-vis de la présence de l'autre. L'équipe participe à la mise en place des limites à travers le règlement intérieur qui régit l'occupation d'un logement. Par ailleurs, habiter un lieu ensemble contient une dimension subjective liée à l'histoire de vie de chacun. La colocation peut rappeler les dynamiques familiales de chacun. Ainsi, la scène d'une relation fraternelle et familiale pourrait se rejouer dans la relation entre les colocataires. Et dans les cas un peu plus extrêmes, liés à ces personnes, quand même, des parcours jalonnés de rupture et de beaucoup de difficultés, souvent la colocation peut faire revenir des histoires, des dynamiques familiales dramatiques, issues de familles peut-être défaillantes, des parcours de vie précoces compliqués. Ça peut générer en effet des problématiques, d'où l'importance de l'institution qui vient cadrer, mettre
mettre un espace et de limite de réflexion pour les personnes. Mais par contre, la colocation aussi peut être un levier pour créer un entourage sécure. Donc là, dans le diapositif, vous voyez un peu les groupes thérapeutiques qui sont mis en place pour les femmes. Un groupe thérapeutique que j'anime en binôme avec une collègue éducatrice spécialisée. Et dans ces groupes-là, quand même, les colocations, donc habiter, une autre manière aussi de voir habiter la colocation. Pour certaines personnes, notamment celles ayant vécu des vécus traumatiques communs, la colocation devient un lieu d'ancrage qui participe au bien-être des personnes accueillies. Par exemple, les femmes accueillies ayant vécu des violences conjugales et basées sur le genre, la présence d'autres femmes les aide à renouer des liens sécurisants et suffisamment bienveillants. Certaines femmes peuvent verbaliser l'importance de partager un logement avec d'autres femmes, car pour certaines, vivre seule ravive la peur et le sentiment d'insécurité. Donc, en conclusion de tout ça, la notion d'habiter pour les personnes qui ont vraiment des parcours jalonnés par des ruptures, beaucoup de violences et de traumas, pour que puisse venir, en tout cas, l'espoir d'une autonomie plus tard, il y a quand même cette nécessité de la place d'une institution qui vient d'abord donner un socle suffisamment sécurisant pour les personnes, pour qu'ensuite, ils puissent aller dans des logements autonomes et pouvoir aussi déjà avoir un cadre intérieur à soi suffisamment solide pour pouvoir habiter un lieu, un intérieur matériel, un cadre. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous introduit encore plus dans ce sablier de la manière d'accompagner les personnes et de faire émerger cette capacité à vivre ensemble. Moi, je retiens l'intervention, j'espère que je ne traduis pas mal, mais que face, j'ai noté cette phrase, vous me direz si c'est juste, mais que face à l'intolérance du vide, nous essayons de faire émerger une parole singulière et que pour cela, il faut un cadre, j'ai noté, fiable. C'est à la fois sécurisant, mais aussi de confiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose, à mon avis, qui viendra, parce que pour nous, quelque chose qui résonne particulièrement. Alors, dans cette expérience justement des solutions que l'on invente, des dispositifs que l'on met en place pour favoriser la rencontre, l'entrée de Toulouse a elle aussi un certain nombre d'expériences. Et c'est maintenant avec vous, Manon Michel et Daniel Verjus, que nous allons avancer sur ce sujet-là. Bonjour à toutes les deux. Vous êtes travailleuse sociale au sein de l'Entraide protestante. Vous allez nous parler du terrain et de l'accompagnement quotidien des personnes à partir d'une synthèse que vous avez réalisée avec vos collègues sur les différents dispositifs de l'Entraide et surtout d'exemples concrets. Vous allez aborder la manière dont le travail social peut être un artisan discret mais essentiel du lien, du vivre ensemble et de l'entraide. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, Manon Michel et Daniel Verjus. Du coup, avant de vous faire la synthèse des différents dispositifs de l'entraide sur la question du lien, du vivre ensemble et de l'entraide, nous souhaitons rappeler brièvement combien l'accès au logement reste une condition essentielle pour permettre à chacun de retrouver stabilité et dignité. Le logement n'est pas seulement un espace où l'on vit, c'est un point de départ pour se reconstruire, s'insérer et retrouver une place dans la société. C'est à partir de cette réalité que nous allons présenter à deux voix comment, au sein de notre association, les différents dispositifs mis en place ne se limitent pas à offrir un hébergement ou un logement, mais cherchent également à travailler le lien social, le vivre ensemble et l'entraide entre les personnes. Pour commencer, le dispositif du bail glissant est l'un des dispositifs où on travaille un petit peu moins directement la notion du lien social et de l'entraide. Il est axé essentiellement sur un accompagnement individuel centré sur l'accès et le maintien dans le logement. Mais c'est un dispositif qui aborde très fortement la question du vivre ensemble à travers les relations de voisinage, notamment les conflits liés au bruit, les difficultés de cohabitation, le respect des règles de copropriété. Ce sont souvent ces situations parfois compliquées qui nous permettent d'aborder la communication, le respect d'autrui ou la gestion des tensions.
Encore dernièrement, nous accompagnons une famille issue de la communauté des gens du voyage qui a toujours vécu en caravane, qui connaît parfaitement les codes du vivre ensemble communautaire, la solidarité, l'entraide, l'organisation collective et une grande cohésion entre proches. Mais lorsqu'elle est rentrée dans un logement HLM, elle a été confrontée à un autre type de vivre ensemble fondé sur des règles différentes. Le respect des parties communes, la gestion du bruit, l'allée et venue des proches ou l'occupation des paliers. C'est dans ces moments-là que nous essayons de travailler à notre échelle le vivre ensemble, le rappel des règles et les conséquences que cela peut avoir sur son maintien dans le logement. On pourra dire que le bail glissant a ses limites en matière de lien social. Il ne favorise pas directement l'entraide ou les dynamiques collectives, mais il a aussi une force en stabilisant le logement. Il sécurise la personne et lui permet ensuite d'aller vers les autres. On pourra dire que le vivre ensemble commence ici par quelque chose de très simple, la manière d'habiter, de cohabiter ou de respecter un espace partagé. Pour le dispositif d'intermédiation locative, ou comme le bail glissant, l'entraide protestante et locataire de logements destinés aux jeunes majeurs, que nous relogeons dans des résidences étudiantes, la question du lien, du vivre ensemble et de l'entraide se pose d'une manière différente. Ici, le lien est souvent plus présent et plus spontané. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes se connaissaient déjà, ils viennent de même structure et souvent s'entraident pour comprendre le dispositif ou même comment y accéder. En revanche, la question du vivre ensemble, lui, se travaille un petit peu moins directement, parce que la plupart de ces jeunes sortent de dispositifs collectifs, de foyers, de MEX, de logements en colocation. Et pour eux, accéder à un studio en résidence étudiante représente une forme de liberté nouvelle. Ils recherchent cette indépendance, parfois même une coupure temporaire avec la vie collective. Cela n'empêche pas que d'autres formes de solidarité apparaissent, parfois spontanément et parfois à travers des initiatives de certaines résidences étudiantes. Par exemple, dans 2 des résidences où l'on reloge des jeunes, il y a l'installation d'une épicerie sociale qui permet à ces jeunes de se servir en denrées alimentaires à faible coût. On peut dire que dans le dispositif IML, le lien entre les jeunes peut se créer naturellement, mais que le vivre ensemble, lui, est présent mais plus en douceur, car il s'inscrit dans une période où les jeunes cherchent avant tout à construire leur propre autonomie. Le dispositif d'hébergement temporaire en diffus et en résidence collective que l'on appelle ALT, lui, ne se contente pas de fournir qu'un toit. Il crée un environnement sécurisant où les personnes en situation de précarité peuvent se stabiliser et reconstruire progressivement des liens sociaux. Ce processus était essentiel pour qu'elles puissent ensuite accéder plus facilement à un logement pérenne. L'accompagnement proposé dans ce cadre vise d'abord à briser l'isolement en réinstaurant la confiance des personnes accueillies. Les travailleurs sociaux jouent un rôle important. Ils encouragent la participation, valorisent les compétences et aident à se connecter aux ressources locales, qu'il s'agisse de services publics ou d'associations. L'objectif est de leur redonner les moyens de s'impliquer activement dans leur environnement social. En parallèle, le vivre ensemble est un élément fondamental dans ce dispositif. Des règles collectives claires sont mises en place pour garantir le respect et la bonne entente entre les personnes hébergées. Des moments de médiation, comme les conseils de maison ou des instants conviviaux pour favoriser les échanges entre eux, permettent de créer un véritable esprit de solidarité. Au sein de ce cadre sécurisant, des formes d'entraide se développent naturellement. Les personnes s'entraident de manière informelle, que ce soit pour partager du matériel, échanger des compétences, ou encore pour s'offrir du soutien au quotidien, comme par exemple la garde entre voisins ou le remplacement pour les tâches collectives. Ces gestes de solidarité ne sont pas seulement pratiques, ils contribuent à renforcer l'estime de soi et à créer un véritable réseau de soutien. D'ailleurs, beaucoup de personnes hébergées restent en contact une fois sorties du dispositif, ce qui témoigne de la pérennité de ces liens et de l'importance de cet accompagnement dans leur parcours vers un logement stable. Les professionnels qui gèrent ce dispositif jouent un rôle essentiel en garantissant le bon fonctionnement de cet ensemble. Ils facilitent la communication au sein de la résidence et soutiennent chaque personne de manière individuelle en les encourageant à s'impliquer dans leur propre accompagnement. Ainsi, ils deviennent acteurs de leur parcours, ce qui les aide à retrouver une autonomie, à valoriser leurs compétences et à s'intégrer plus facilement dans la société. En résumé, ce dispositif fonctionne comme un tremplin, permettant aux personnes accompagnées d'accéder à un logement autonome, tout en les aidant à retrouver des repères sociaux et à développer un réseau de solidarité qui les soutiendra bien au-delà de leur hébergement temporaire.
Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler du dispositif Ukraine. Je suis travailleuse sociale, mais moi, je ne travaille pas sur ce dispositif. Je travaille sur le dispositif de la maison relais rénale, dont je parlerai après. Pour le dispositif Ukraine, concernant l'accompagnement qui est proposé dans le cadre de ce dispositif, il permet en fait aux déplacés ukrainiens de bénéficier d'un hébergement hôtelier. L'accompagnement collectif n'a pas été mis en place ou très peu mis en place car il ne faisait pas partie des missions qui avaient été confiées aux travailleurs sociaux. Alors par rapport à l'accompagnement social qui est effectué dans ce dispositif, c'est faire avec, être à côté des personnes pour les soutenir dans la résolution de leurs difficultés qu'elles peuvent rencontrer, notamment concernant le logement, les démarches administratives, l'accès à l'emploi, la famille, enfin ce qui relève du quotidien également. Au-delà de les aider à retrouver une stabilité, il permet également de rompre l'isolement et de restaurer le lien social. Alors l'accompagnement qui est effectué peut se faire individuellement en accompagnant chaque personne dans ses démarches, ses difficultés et ses projets, mais aussi collectivement à travers des ateliers, des groupes de parole ou des chantiers qui favorisent le vivre ensemble. Car ces ateliers permettent de l'échange, un partage d'expériences et également de l'entraide. Depuis l'ouverture du dispositif, les travailleurs sociaux ont constaté que le vivre ensemble peut s'avérer difficile, même au sein d'une même communauté. Chaque personne ou famille est prise en charge avec son propre parcours, ses fragilités, mais aussi ses convictions. Cette individualisation peut parfois rendre la vie en communauté plus complexe. Le travailleur social se retrouve souvent dans le rôle de médiateur entre la personne et les institutions ou entre les individus eux-mêmes, afin de résoudre les conflits, trouver des solutions et maintenir la cohésion. Le travailleur social doit jongler avec les exigences institutionnelles, les conflits entre les différentes parties, c'est-à-dire entre les personnes accompagnées, les institutions, les administrations, tout en prenant en compte la personne accompagnée avec ses besoins et son histoire, ainsi que le temps nécessaire pour construire une relation de confiance. Malgré tout, l'entraide entre les personnes accueillies est bien là, comme traduction, comme par exemple la traduction. Les Ukrainiens qui parlent bien français ou comprennent bien le français vont traduire à ceux qui comprennent moins bien. Les coups de main du quotidien, comme la garde d'enfants. Chacun a su trouver son propre soutien au sein du centre. Cette solidarité permet à chacun de trouver sa place et de mieux vivre ensemble. Voilà, ça c'est pour le dispositif Ukraine. Alors pour la maison relais, donc ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui sont accueillies à la maison relais sont locataires de leur logement et elles peuvent y rester le temps qu'elles veulent. Donc c'est pas du tout la même chose que pour le dispositif Ukraine. Les liens donc entre les personnes se font car elles se connaissent depuis longtemps et elles sont là aussi depuis l'ouverture de la maison relais en 2012. Pour les nouveaux arrivés, le lien sera plus long à établir. Pour faciliter le lien, le vivre ensemble et l'entraide, les travailleurs sociaux organisent des temps collectifs, comme par exemple des petits déjeuners collectifs, des repas, des sorties, des conseils de maison pour réguler les problèmes que l'on peut rencontrer et où chacun peut s'exprimer, puis pour organiser aussi le planning, les activités. Il y a aussi des sorties entre résidents inter-maisons relais qui sont organisées. Il y a également des activités comme le jardinage. Il y a eu la création d'un jardin partagé.
voilà. Les travailleurs sociaux organisent également le partage des tâches de la vie quotidienne avec la mise en place d'un planning pour la sortie des poubelles. Voilà, c'est important, la sortie des poubelles. On peut remarquer qu'il y a des tensions qui peuvent apparaître quand même au moment de ces temps collectifs, du fait de partager des espaces communs comme la salle commune, la buanderie, la terrasse. Et dans ces moments, il faut faire avec les spécificités de chacun, tout en maintenant un cadre, notamment par rapport au nettoyage et au rangement. Donc là, dans ce cadre-là, le travailleur social, il a un rôle de médiateur, principalement, et aussi de tenue du cadre. Par rapport à l'entraide, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la maison relais rénale, il y a quand même pas mal d'entraide entre les résidents, du fait justement qu'ils se connaissent depuis longtemps, donc ils ont pu aussi créer des liens très forts entre eux. Cette entraide, elle se manifeste par des échanges de compétences, de connaissances, mais aussi des soutiens en cas de problème de santé. Notamment, il y a eu un résident qui est décédé là, mais pour ce résident-là, qui était en perte d'autonomie, il y a des résidents de leur propre initiative qui ont fait office d'auxiliaire de vie, donc qui s'occupaient de lui, la toilette. Sortie piscine, il le préparait aussi, il l'aidait, enfin voilà. Donc c'est des exemples d'entraide assez forts qu'on a pu constater. Mais en plus, ce qui était impressionnant, c'est que ça venait d'eux en fait. C'est pas nous qui avons dit faites ci, faites ça. C'est vraiment eux qui ont fait ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à la maison relais, les résidents ont besoin de ces moments de partage et de ces moments collectifs, car certains sont encore là depuis l'ouverture et ne manifestent pas le projet de partir. Alors peut-être. Oui. Et la conclusion, donc ce qu'on peut dire, c'est que le lien, le vivre ensemble et l'entraide ne sont pas systématiques en fait. Ce sont des éléments que nous travaillons tous dans les différents dispositifs que l'on a de l'entraide. Et nous pouvons y arriver lorsque la personne a son besoin de logement qui est comblé, déjà, dans un premier temps, et si également elle en manifeste l'envie. Le vivre ensemble dans le respect de l'autre est quant à lui nécessaire pour le bien-être de tous. Voilà, en conclusion. Merci beaucoup. On revient aussi dans l'échange tout à l'heure. Peut-être d'autres témoignages que vous pouvez avoir sur cette expérience, mais merci beaucoup de nous avoir présenté à la fois les... S'il y a un autre, mais oui, merci Catherine. Les différents dispositifs de l'entrée. Le bon canal pour arriver à mettre... Voilà, merci. Donc merci de nous avoir présenté les différents positifs. Et... Et donc de nous avoir apporté concrètement votre témoignage pour éclairer, voilà, dans le quotidien comment les choses se jouent. Voilà. Il faudra qu'on y revienne tout à l'heure dans le débat. Mais avant d'ouvrir justement le débat, on souhaitait terminer ce tour de première présentation avec cette approche théologique et spirituelle avec vous, Thalès. Thalès Dutras-Arrojo, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de Toulouse, et c'est à partir de votre regard biblique et théologique que nous terminons ce tour de table. Qu'est-ce que finalement un logement ? Voilà, c'est peut-être on s'est interrogé sur la question d'habiter et surtout comment en faire un lieu d'hospitalité, de reconstruction et de fraternité.
Alors, bonsoir. Tout d'abord, je voulais sincèrement vous remercier. Merci à l'Entraide pour l'invitation. C'est vraiment un privilège d'être ici, de participer à cette fête. Donc, merci aussi pour toutes les interventions, pour tous ces regards différents mais très enrichissants. Alors, je commence par une petite histoire. Il était une fois un petit monsieur, pas moi, hein, un petit monsieur qui était ce qu'on appelait auparavant un publicain, un collecteur d'impôts. Ce petit monsieur, un jour, ayant appris que Jésus, vous vous rendez compte, Jésus, c'est le grand mec, bon, donc Jésus allait passer par son village, il s'apprête, voilà, il s'habille, il s'apprête pour aller le voir. Bon, c'est un petit bonhomme, un petit monsieur, donc il arrive, évidemment, il y a toute la foule. Il monte sur un arbre pour voir ce fameux Jésus. Et bon, il se trouve que voilà, il est petit, il a trouvé un arbre, il est monté, et par hasard, ou pas, Jésus le voit, l'aperçoit, et dit écoute, descends, je viens aujourd'hui chez vous, chez toi. Il a accueilli Jésus, le gars. Alors, cet homme a été transformé. Évidemment, c'est un récit biblique, ça parle de transformation. Cet homme a été transformé. Tout cela pour dire que, d'abord, loger n'est pas habiter. Et habiter, évidemment, c'est pas l'habitation, la maison n'est pas seulement le lieu où l'on habite, mais aussi où l'on devient. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. Pour les hébraïsants qui sont présents, vous savez, la Bible a été écrite en hébreu et en grec, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour les hébraïsants, en hébreu, maison, on dit bête. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et en fait, on retrouve ça aussi dans pratiquement toutes les langues sémitiques. Bête, la maison, mais pas que le bâtiment, pas que l'immeuble. La maison, c'est aussi la demeure. C'est aussi le lieu d'existence, le lieu où l'on transcende nos réalités. Dans l'Ancien Testament, on dit souvent, surtout le psaume 23, « Je veux habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel », c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Sauf que, oui, on ne va pas habiter dans la maison de Dieu comme ça. En fait, ça veut dire qu'on va rendre notre réalité associée, liée à Dieu. Maison, pour les Juifs, le mot bête, en fait, c'est ça. Profondément, c'est ça. Et on va passer à l'univers homérique. D'abord, pour les Grecs, maison, on dit c'est oikos. Vous connaissez ça peut-être mieux que moi. C'est de ce mot qui viennent les mots qu'on a aujourd'hui en français, économie, écologie, oikos. Mais pour les Grecs, déjà à l'époque d'Homère, bien avant Jésus, oikos, ce n'était pas seulement non plus une maison. Mais oikos, ça représentait la cellule familiale, le clan, la tribu, le foyer, lieu d'existence, lieu d'habitation. Pour les Grecs, c'était ça. Et Jésus vient voir cet homme dans son oikos, dans le plus profond de son existence. Alors, on va avancer, je voulais juste partager ces concepts pour arriver en 1951, l'après-guerre, quand le philosophe Heidegger, il a écrit un essai intitulé « Bâtir, habiter, penser ».
Il a fait toute une philosophie de l'architecture pour dire que loger, c'est pas habiter. On peut abriter, mais pas habiter. Habiter, c'est justement s'émanciper, être digne de soi, exister, pouvoir dire je, pouvoir dire je peux, je veux, j'accueille, j'invite, je reçois, j'existe. Il y a eu des guerres. Dans cette période de reconstruction de l'Allemagne, il s'est appuyé là-dessus pour dire que oui, l'être humain il a besoin non seulement de logement, mais aussi d'habitation, d'exister. Et c'est pourquoi, après avoir réfléchi à tous ces divers concepts autour de ce qu'on appelle maison, logement, nécessité, dignité, hospitalité, je suis arrivé à 3 points clés. D'abord, je vous redis, loger n'est pas habiter. Quand on propose à quelqu'un un logement, en fait, on lui propose aussi un lieu d'existence, un lieu où il va devenir quelqu'un, il va pouvoir inviter, pouvoir accueillir aussi à son tour. Le deuxième point, oui, le logement n'est pas que, ou bien ne devrait pas être une marchandise, un produit. Le logement, quand on parle de logement, quand on parle de maison, de foyer, on transcende en fait tous les concepts et les notions capitalistes qui englobent ce mot. Loger, c'est justement permettre à quelqu'un d'être soi-même, d'être chez soi. Troisième point, habiter, j'avais mentionné, c'est aussi transcender notre réalité, c'est être soi-même, et pleinement digne de soi. Mais habiter, c'est aussi s'émanciper. Ça rejoint tous les autres adjectifs, bien sûr. Mais quand je parle d'émancipation, ce n'est pas dans le sens d'indépendance, d'interdépendance. Non, en fait, quand on habite, on peut permettre à l'autre aussi de s'habiter. C'est-à-dire, habitation, en fait, elle est élargie. C'est le titre de mon intervention d'ailleurs. Quand on élargit l'habitation, on accueille ceux qui sont d'abord ici, ceux qui sont d'abord dans notre milieu. Il faut d'abord être accueilli avant d'aimer et de servir. En fait, à travers ce cheminement, ce parcours, on arrive à ce qu'on a de plus précieux dans la nature humaine. C'est en fait la possibilité de rendre l'autre digne, de rendre l'autre capable d'aimer à son tour, de recevoir à son tour, d'exister. Donc, merci et je vous félicite pour vos engagements divers et variés, parce que c'est ça que vous faites, si j'ai bien compris, vous permettez aux uns et aux autres d'exister, d'accompagner, être soi-même, digne d'existence d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi Thalès. Et oui, je crois qu'on peut remercier chacun de nos intervenants. Pour cette première introduction au débat qui nous a montré combien fournir un logement, c'est pas simplement un lieu où s'abriter, pour reprendre ce qui vient d'être dit, mais un lieu à habiter, rendre habitable le logement à habiter, pour paraphraser de nouveau la Bible. Alors on va ouvrir largement le débat, permettre aux intervenants peut-être aussi qui souhaiteraient compléter, revenir, intervenir sur ce qui avait être dit, ou répondre aux questions que la salle vous poseront. Je sais qu'il y en a qui adorent discuter, d'autres qui aiment moins, mais on est là ce soir pour ça. Donc on va ouvrir largement le débat. Peut-être autour de cette question, voilà, à quel moment, quelles peuvent être les conditions qui permettent de rendre habitable le logement et qui permettent ce fameux vivre ensemble que l'on
convoque souvent, qu'on appelle de nos voeux, mais on a vu à travers le logement social pour tous, j'ai bien aimé l'expression, qui nous concerne tous dans nos manières d'habiter, sans recréer des ghettos, d'un côté ghetto de riches, d'un autre côté ghetto de pauvres, que cette question d'habiter, elle nous concerne tous. Là, évidemment, on a parlé notamment vis-à-vis des personnes les plus fragilisées, mais au-delà, pour permettre de faire commun, ça concerne évidemment chacun d'entre nous. Alors, on va faire circuler la parole. Peut-être tout simplement lever la main si vous souhaitez intervenir, soit apporter un témoignage complémentaire, sans refaire la conférence. On ne vous donnera pas 10 minutes à vous chacun, mais apporter peut-être une question ou un témoignage pour continuer à soit questionner nos intervenants, soit apporter votre petit grain de sel à ce débat. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des questions? Je ne sais pas qui a le micro, si c'est le micro supplémentaire qui est là. Alors le temps que ça se chauffe pour les uns et pour les autres, toujours pareil, c'est toujours le premier question qui commence. Moi j'en ai évidemment pour nos intervenants, alors sinon on va repartir avec eux, et à moins qu'il y en ait peut-être qui avaient déjà des envies de rebondir, mais sinon je trouvais qu'à la croisée de ce qui a été apporté tout début sur l'anthropologie et le logement social, je reviendrai bien avec vous un temps sur cet enjeu finalement de comment faire du logement, alors là à travers le logement social, mais en fait un logement pour tous, et les enjeux qui nous concernent tous autour de ce droit d'usage. Voilà. Comment peut-être à la fois de manière anthropologique, juridique, avec les contraintes juridiques et économiques que l'on connaît, qui sont des réalités dont on ne peut pas complètement faire fi, faire du logement aujourd'hui un enjeu du vivre ensemble. Si vous aviez envie peut-être de rebondir. Je vais prendre votre micro. Je dirais avoir des solutions. Alors en tant qu'anthropologue, j'ai rarement des solutions. En fait, j'ai plutôt des constats et puis voilà. Puis je vais un peu voir à droite à gauche. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui serait le plus proche des questions qu'on se pose, c'est l'habitat participatif, en fait. C'est-à-dire faire sa maison ensemble avec d'autres. C'est pas seulement la famille, mais c'est aussi des groupements de familles. Bon, sur Toulouse, il y a plusieurs exemples comme ça, notamment sur Ampalo. Bon, l'exemple que ma voisine indiquait tout à l'heure, qui est tout à fait... plutôt, qui revient plutôt de l'exception, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses comme ça, même si ça se développe. En même temps, je réfléchis. Alors, les architectes pensent... Oui, alors celui-là, il a du mal. De l'habitat intergénérationnel, de l'habitat participatif, de l'habitat où en fait les preneurs d'habitat sont aussi preneurs du projet. C'est-à-dire qu'on fait avec. Moi, il me semble que ça, c'est les formes les plus innovantes. Alors, tout à l'heure, on a aussi évoqué la question de population migrante, déracinée, hein, le rapport aux racines aussi. Comment retrouver des racines quand on les a perdues. Donc, il y a des choses qui sont, pour moi en tout cas, quasiment insolubles. Ça paraît difficile, mais il y a des tentatives. Donc, l'habitat participatif, c'est pareil, ça fonctionne bien sur je dirais la première génération des gens qui ont conçu, mais quand les gens s'en vont et sont remplacés, etc., ben ça a quand même plus de mal à se mettre en place, à tourner. Alors ça passe aussi par l'espace commun. Donc sans ces espaces-là, ben il peut rien se passer en fait, parce qu'il faut des lieux. Alors dans les années, à partir même des années 60-70, quand on construit des logements collectifs et qu'on prévoit pas de salles communes,
voilà, on arrive à des situations où les gens finissent par s'organiser parfois. Nous, par exemple, on fait des cafés des voisins. Bon, maintenant, les repas des voisins, ça fait quand même une trentaine d'années que ça existe. Bon, il y a des choses comme ça pour créer du lien, quoi. Donc il faut des espaces prévus pour. Alors peut-être que justement sur cette question d'aménagement de l'espace, vous de votre place pas d'aménageur, mais en tout cas de bailleur social, et en partie. J'ai envie de vous répondre du micro au macro. Je vais reprendre ce que dit mon voisin sur effectivement comment par la création des espaces on arrive à créer des moments d'animation, de convivialité, de lien, et l'habitat participatif, l'habitat intergénérationnel, effectivement, fait partie de ces leviers-là. Force est de reconnaître que c'est un modèle de production effectivement confidentiel, mais qui, dans le milieu professionnel que je représente, a quand même valeur d'exemple et vient réformer nos pratiques professionnelles. Je vous disais tout à l'heure à quel point nos organisations de proximité sont essentielles dans le lien à nos habitants, et ce que leur accompagnement permet de créer du lien entre les habitants eux-mêmes. On a dans ces opérations qui ont valeur d'exception tout simplement des sources d'inspiration, et on sait aujourd'hui que au bénéfice du cadre de vie de nos habitants, de l'atmosphère résidentielle, évidemment aussi de la facilitation de gestion pour le bailleur, ce sont des leviers essentiels qui permettent de créer le champ de solidarité et d'entraide qui est notre thématique. Ça, c'est le micro. Je vais rester un instant sur l'habitat participatif parce qu'il a beaucoup occupé ma vie professionnelle antérieure. Il y a une chose qui est quand même assez notable dans les dynamiques d'habitat participatif, où on invite les futurs habitants à travailler sur la conception de leur logement. Et alors, il existe des opérations d'habitat participatif strictement privées, mais quand elles sont de grande dimension, et l'habitat collectif participatif s'adosse en général, je dis bien en général, sur la maîtrise d'ouvrage des bailleurs sociaux. Et il y a quelque chose de très commun à ces opérations et à la façon dont les habitants s'impliquent et conçoivent les espaces communs. Alors, je vous ai parlé de la salle commune, on peut parler des jardins partagés, on peut parler des toitures aménagées. Mais il y a une chose que je trouve extrêmement illustrante, c'est que pour la plupart, d'abord ce sont des logements traversants. Donc on n'est pas dans une organisation de l'habitat collectif avec le couloir au centre des parties communes qui distribuent les logements de part et d'autre, parce que les habitants travaillant sur la qualité d'usage de leur logement, ils savent à quel point le logement traversant est un logement nécessairement plus agréable à habiter. J'ai envie de dire hashtag bouilloire thermique, et effectivement c'est des modèles de conception qui rafraîchissent la qualité d'usage du logement, mais c'est pas ça qui est essentiel. C'est que ces logements traversants permettent de faire de la conception d'espaces communs sur coursive. Alors à Toulouse, les coursives, pour ceux qui travaillent sur le quartier du Mirail, c'est une résonance un peu délicate, mais il n'empêche que la plupart des opérations d'habitat participatif collectif sont distribués, les logements sont distribués par des espaces communs extérieurs qui s'appellent des coursives, et que là on a symptomatiquement quelque chose dans la conception qui illustre le besoin des gens de se croiser, de se parler, de créer des endroits où finalement ils font convivialité et donc terreau d'entraide et de solidarité. Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment la conception, le bâti, vient parler à... Je sais pas, je me permets, mais l'anthropologie humaine, peut-être, je vais peut-être un peu loin, mais il y a quelque chose comme ça. Et sur le micro, ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a une responsabilité nécessairement de la puissance publique à générer un modèle de production de la ville qui génère l'entraide. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la conception de la mixité sociale, si vous le permettez. Oui. On investit beaucoup sur cette idée de la mixité sociale comme étant vertueuse. Et on a envie tous que ça fonctionne, la mixité sociale, bien évidemment. Moi, je voudrais témoigner du fait qu'il y a une échelle de déclinaison de la mixité sociale. Et une échelle à partir de laquelle la décliner, c'est venir générer des niveaux de tension, et presque, je crois que vous en témoignez, c'est-à-dire qu'on n'obligera pas des gens qui ne se ressemblent pas
à vivre ensemble au plus près de l'intime qu'est le logement. On ne déclinera pas la mixité sociale à l'échelle de la cage d'escalier, à l'échelle peut-être même de la résidence. La mixité sociale, c'est pas l'affaire de l'immeuble, ou en tout cas pas de la cage d'escalier. C'est l'affaire de l'îlot urbain, c'est l'affaire de la puissance publique. La mixité sociale, c'est un enjeu de l'école, c'est un enjeu de l'hôpital, c'est un enjeu des transports, c'est un enjeu du marché de plein vent, c'est un enjeu des espaces extérieurs, c'est un enjeu de vie collective, mais c'est pas une injonction à faire à l'échelle de l'habitat qui est l'intime de l'individu et qui vit comme une violence le fait qu'on le mette sous injonction de vivre avec ses dissemblables, trop dissemblables. Je le livre à votre réflexion. Merci beaucoup, ça fait peut-être réagir. Oui, je vois, ça y est, des mains qui commencent à se lever. C'est vrai que voilà, le vivre ensemble, on l'a entendu aussi tout à l'heure dans les exemples très concrets, ça se décrète pas. Ça nous concerne tous, hein, finalement aussi individuellement. À quoi je suis prêt pour finalement vivre ensemble, avec qui je suis prêt à vivre ensemble. Voilà, c'est vrai qu'on a l'injonction que les enfants dans l'école, au collège, vivent ensemble. On a l'injonction que les personnes qu'on accueille dans les dispositifs sociaux vivent ensemble. Mais nous, à quoi chacun, puisqu'on a bien vu que c'était un enjeu, la question de habiter ensemble était une question qui nous concernait tous. À quoi on est prêt, nous aussi, pour vivre ensemble? Alors il y avait une main qui se levait. Passer le micro pour que... Ah, je crains que... Donc la question, c'est tout à l'heure, vous disiez qu'il faut faire des logements et c'est à l'État finalement de faire bien ces logements. Il y a quelque chose qu'il faudrait aussi faire, c'est bien former les enfants des familles. Parce que ça manque beaucoup. J'ai vu des cas formidables où la ville avait décidé de faire un immeuble pour tout le monde et un immeuble social. Les immeubles sociaux ont été habités tout de suite. C'était avant. Personne n'est venu acheter dans les immeubles pour tout le monde. C'est exactement ce que vous disiez. On ne peut pas contraindre les gens à vivre dans ces milieux qu'ils n'ont pas supportés. Oui, alors peut-être que ça fait réagir. Oui, allez-y, et puis on apportera d'autres éléments. Je sais pas s'il y a d'autres. Je crois que votre illustration, votre exemple, il vient percuter mon ambition tout à l'heure, qui est une proposition de lutter contre l'image du logement social qui serait nécessairement névralgique. Il ne l'est pas. Et j'ai envie de vous donner quelques éléments statistiques. Ma société est sous ma responsabilité. J'ai la chance d'avoir 15 000 logements de Saint-Jean-de-Luz à Montpellier. 27% de ce patrimoine est situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, qui, comme vous le savez peut-être, se détermine à partir du seuil de pauvreté. Sur ces 15 000 logements, le pourcentage de ménages qui est en situation d'impayé de plus de 3 mois, qui est dans notre profession un critère de détermination d'un impayé critique, c'est moins de 400 ménages. Dans ma profession, et celle que j'ai le bonheur d'exercer de dirigeante de cette association qui est l'Amandier, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure du travail de nos travailleurs sociaux, le pourcentage de ménages parmi les 15 000 logements que Patrimoine a sous responsabilité qui ont besoin de l'accompagnement social de nos travailleurs sociaux, qui ont un travail extraordinaire, absolument nécessaire, extrêmement gratifiant, ô combien usant, c'est moins de 400 ménages. Je vais vous donner un dernier exemple. Je vous parlais tout à l'heure de l'activité de médiation que fait l'Amandier quand il y a des situations de tension, de troubles de voisinage, des choses qui peuvent impacter l'atmosphère de vie résidentielle. Sur les 15 000 logements que gère Patrimoine, c'est 180 ménages. Les données statistiques que je vous donne, qui sont 3 critères finalement d'illustration.
oui, d'illustration de la fragilité des publics que le logement social loge, héberge, dans lequel nos locataires habitent, c'est moins de 4%, moins de 3% pour les troubles de voisinage. Le logement social, c'est du logement pour tous. Et si l'îlot urbain dont vous parlez, avec son logement social qui a été habité tout de suite, 60 000 demandeurs de logements sociaux sur la Haute-Garonne, effectivement, c'est rempli tout de suite. Et si les logements de la promotion privée qui sont à côté n'ont pas été habités tout de suite par effet répulsif d'une proximité de voisinage du logement social, c'est qu'il faut que tous ensemble, parce que le logement social c'est d'abord de l'entraide collective, de la solidarité, on travaille à la banalisation du logement social, à une réhabilitation de son image. Merci. Alors, je ne sais pas si ça évoque d'autres questions. Sinon, peut-être, avant de terminer, j'avais quand même envie qu'on revienne sur les expérimentations et sur le concret de la manière dont vous accompagnez les personnes dans le logement pour arriver justement à créer les conditions du vivre ensemble. À la croisée de cet accompagnement psychologique et social, comment vous articulez vos missions, comment chacun est à sa place pour avoir une complémentarité qui permet justement à chacun de trouver sa place, aussi bien travailleur social, salarié, accompagnant, et aux personnes, puisque vous nous l'avez dit, finalement, la solidarité, l'entraide, elle surgit parfois sans qu'on l'ait cherchée, parfois on la pousse et elle ne surgit pas. Comment vous articulez, en tout cas dans les équipes, cette pluridisciplinarité dont vous nous aviez parlé? Alors la pluridisciplinarité, pardon, comment ça se fait tard. Comment ça s'articule? Alors, plutôt de mon côté, au niveau plus psychique, c'est de pouvoir aussi donner des indications assez cliniques aux éducateurs spécialisés avec l'équipe dans laquelle je suis face aux personnes par rapport au parcours qu'ils ont. Souvent, on a des personnes qui... Là, c'est un peu plus caricatural, mais c'est pas non plus la réalité de toutes les personnes qu'on accueille, qui sont beaucoup plus sur une fragilité psychosociale. Mais pour les personnes vraiment dans une forme d'errance répétitive, de changement de ville en ville, et qui se retrouvent dans des centres d'hébergement d'urgence, c'est vraiment plus la clinique au plus près de comment pouvoir aider ces personnes à un jour peut-être réellement habiter un lieu et apprendre aussi à habiter soi. C'est un peu plus sur ce registre-là. Et après, pour les autres, c'est quand même des cas très très rares chez nous au centre d'hébergement d'urgence qu'on a des problématiques, par exemple avec les voisinages ou des problématiques entre colocataires liées à ce que ça soit de vivre ensemble ou autre. C'est quand même très très rare, c'est plutôt comment nous, institutions d'hébergement d'urgence, donc quand même temporaire, on peut être un levier pour aider les personnes à aller soit dans des logements HLM, parce que là on parle quand même de précarité. Il y a quand même ces personnes qu'on accueille en centre d'hébergement d'urgence sont des personnes dans des situations très très précaires. Et le travail, et leur souhait aussi d'ailleurs, c'est d'avoir un logement pour eux. Et ensuite de les aider pour, notamment dans les prises en charge, un peu plus du coup sur le côté éducatif, c'est qu'est-ce que c'est réellement habiter un lieu et les charges qui incombent à tout le monde de ce que c'est habiter dans un logement. Et ce travail-là, mais ce travail-là aussi est nécessaire lorsque psychiquement les personnes sont suffisamment stables et qui arrivent à pouvoir vivre avec les aléas de la vie quotidienne. Voilà. Et finalement, sans tellement de friction, ou en tout cas avec des difficultés qu'on retrouverait de voisinage dans n'importe quelle copropriété ou banlieue résidentielle, où on sait que les questions de voisinage sont aussi des difficultés qu'on connaît à peu près partout.
Je ne sais pas si ça évoque pour vous d'autres exemples, d'autres témoignages ou d'autres actions que vous avez envie, ou pas, il n'y a pas d'obligation d'apporter. Je ne sais pas si vous aviez envie de réagir aussi à ce qui a été dit sur la complémentarité, peut-être avec cette question, comment vous articulez l'accompagnement à la fois psychologique et social. Quelle est la place que vous avez en tant que travailleur social dans l'accompagnement des personnes pour favoriser ce vivre ensemble? Si ça évoque des situations ou des éléments de votre pratique. On vous laisse vous concerter, hein. Il n'y a pas d'obligation. Non, après, moi, j'ai pas d'autres exemples concrets là sur le moment de ce qu'on a vu. Après, moi, je parle sur la mission que j'exerce sur le dispositif du bail glissant. C'est vrai qu'on arrive à un moment charnière de la vie des personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'ils ont enfin eu le Graal, entre guillemets, d'accéder à un logement HLM. Et du coup, là, il y a vraiment ce travail du vivre ensemble qu'on peut retravailler avec ces personnes qui ont eu soit un parcours de vie chaotique, qui ont eu des expulsions, ou alors qui ont eu un parcours de rue qui est très long. Et parfois, on peut se rendre compte que, avec tout l'imaginaire qu'on a aussi d'accéder à un logement social, c'est pas tout le temps si simple. On a eu quelques retours à la rue aussi pour certaines personnes pour qui se retrouvent enfermés entre quatre murs, avoir d'autres personnes autour qui n'étaient pas un peu leur cercle proche et rassurant, où là ça pouvait être compliqué. Et voilà, nous, notre travail, il s'axe vraiment sur comment habiter un logement. Et comme je parlais tout à l'heure, où les conflits de voisinage, c'est quand même quelque chose qui peut être difficile à gérer, même en tant que travailleur social, de se poser un petit peu entre la personne qu'on accompagne avec son témoignage, son récit de ce qui se passe dans la résidence, contre des personnes qu'on ne connaît pas, voilà, des voisins qu'on n'accompagne pas, d'une résidence où l'on n'habite pas non plus. Et c'est là où nous, on peut faire appel aussi à des services extérieurs, comme l'association L'Amandier, qui peut parfois être un vrai soutien, et où là on manque aussi un petit peu d'outils, où par exemple la gestion budgétaire, on a vraiment un lot d'outils pour travailler dessus. C'est entre guillemets la partie facile de l'accompagnement, et où c'est vraiment ce côté du vivre ensemble qui peut être un petit peu compliqué pour nous à travailler, mais on essaie d'y arriver. Merci. Et encore une fois, le conflit de voisinage, c'est vraiment quelque chose... Il y a le fan club, le soutien. Peut-être. Par rapport à la complémentarité de notre intervention, déjà nous on est deux à travailler sur la maison relais, 2 travailleurs sociaux. On est un binôme et on est assez complémentaires dans nos interventions. Après, on fait appel aussi à des soutiens. On participe à des réunions avec un médecin psychiatre, un psychologue, un infirmier psychiatrique, qui nous aident aussi des fois pour parler de situations qui nous posent question. En gros, après, on a d'autres partenariats, d'autres compléments avec d'autres associations. Et sur cette production du vivre ensemble, ou sur cette tentative de s'appuyer sur cette complémentarité, qu'est-ce que ça produit? En fait, je ne comprends pas votre question. Je suis désolée. Non, mais vous n'auriez pas ces outils-là, à quoi vous seriez empêché, ou qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce que ça vous donne comme levier dans votre pratique du quotidien? Ça nous donne des outils pour mieux gérer certaines situations qui sont tendues, prendre du recul, essayer de trouver des solutions qui peuvent marcher ou ne pas marcher aussi, parce que des fois on est confronté aussi à des individualités qui ne veulent pas qu'on les aide et qui refusent une aide, et le vivre ensemble, c'est pas toujours évident, et on est aussi, des fois ça marche et des fois ça marche pas, quoi.
Merci. Désolé. Non, mais c'était ça. Le vivre ensemble, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui se décrète. C'est, je crois, ce qu'on aspire, ce dont qu'on souhaite concrètement, qu'on puisse vivre ensemble, rendre habitable la terre habitée. Mais ça ne se décrète pas. Voilà. Et dans le logement social, dans le logement adapté, comme dans n'importe quel logement, les conflits de voisinage peuvent être heureusement pas la norme, mais ça arrive. Peut-être pour... Je sais pas si ça te évoque des éléments, mais ça me faisait réfléchir, ce conflit de voisinage, de voisins, on est souvent en conflit, on a du mal à aller avec l'autre, à une autre cage d'escalier, on a du mal. Et en même temps, c'est souvent avec notre plus proche. Alors, voilà, terminé. Voilà, s'il y avait que tu retiens peut-être du débat pour de nos vœux, ce serait quoi? Alors, si je peux, en fait, en vous écoutant, je pensais en fait, voilà, le logement, l'habitation est un prolongement de soi-même. Donc, en étant un prolongement de soi-même, je pense qu'on peut penser en des termes d'architecture. Dans l'architecture classique, il y a 3 principes, c'est vetustas, firmitas, utilitas, c'est-à-dire l'utilité, la solidité et l'esthétique, la beauté de cette œuvre. Et donc, si on pense le logement en tant que prolongement de soi, pourquoi pas ne pas associer ces 3 principes? Rendre la vie humaine digne d'être belle, d'être utile et d'être ferme, pouvoir dire je. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens qu'on peut évoluer, en unifiant l'être avec sa réalité. Merci, et je crois qu'on peut remercier chacune et chacun de nos intervenants. On a bien vu ensemble combien cette question du logement n'est jamais neutre, le logement est source de protection, mais également parfois de nouvelles vulnérabilités, qu'il n'est pas simplement un lieu de passage, mais un lieu où peut se créer du vivre ensemble et parfois même un lieu, en tout cas, où la question de l'existence se pose. Nous avons entendu que le logement était une question de modèle de société, un enjeu de politique publique, mais aussi finalement un enjeu personnel, humain. Pour l'entraide protestante de Toulouse et plus largement pour la Fédération de l'entraide protestante, cette question, elle est évidemment pas abstraite, elle touche au cœur même de nos engagements, permettre à chacun non seulement d'avoir un toit, mais aussi une place reconnue par chacun et à commencer par soi-même. Alors peut-être pouvons-nous repartir ce soir avec une conviction simple. Le logement n'est pas simplement un seuil que l'on franchit, mais un espace où peut naître l'entraide et la fraternité. C'est l'expérience, je crois, il se fait ici depuis 60 ans et que nous pouvons collectivement poursuivre pour les années qui viennent. Alors merci à tous ceux qui s'engagent au quotidien pour faire vivre cette fraternité, cette entraide, ce vivre ensemble. Et puis repartons avec au cœur que cette question finalement du vivre ensemble, elle nous concerne tous. Et qu'à chacun d'y mettre sa petite graine pour que peut-être demain nous puissions rendre habitable la terre habitée. Bonne fin de soirée, je crois qu'on a encore un peu de temps pour échanger. Merci beaucoup à tous les intervenants et je pense que voilà, ça a été un débat riche et intéressant. Alors, on arrive à la fin de la journée, mais on sera très heureux de prolonger ce temps d'échange et de partager aussi des discussions plus libres autour d'un cocktail qui va être qui est préparé et qui va être servi. Et surtout, n'hésitez pas, il y a beaucoup à manger. Donc, profitez. Merci beaucoup à tous d'être là.